Pour toi, chérie, je ferais n'importe quoi. Je n'ai jamais eu le moindre doute. C'est la vérité. C'est Babtou Critique mon pote, aujourd'hui c'est la guerre des roses. La vidéo sera entièrement avec spoil donc, attention. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein. On n'a pas des idées bien jojo, on fomente, on laisse libre cours à notre fantaisie. La guerre des roses, c'est l'histoire d'un couple qui fonctionnait bien jusqu'à ce que l'obnubilation des ambitions prenne le dessus. Cette vidéo comportera 2 parties, la première, le résumé du film, et la seconde, mon analyse, ou du moins ce que j'en ai compris. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne sais plus si on prononce Ivy ou Ivaï, ceci dit, je dirais Ivaï. Alors pour tous ceux à qui ça écorchera les oreilles, sincèrement, désolé. Théo et Ivaï se rencontrent à un moment où tous les deux s'ennuyaient dans leur vie. Et c'est ensemble qu'ils échappent à ce quotidien regrettable. 10 ans plus tard, ils forment désormais une famille composée de 2 enfants, ont une maison magnifique et mènent une vie qui convenait à tous. Mis à part Théo, navré que sa femme n'exploite pas son potentiel gastronomique auprès du grand public. Quelques jours plus tard, il lui offre un restaurant et la pousse à reprendre le travail. Surprise, cette dernière accepte finalement la proposition, avec dans l'esprit de ne travailler que 2 à 3 fois par semaine. Ce qui veut dire qu'une part en elle approuve donc la pensée de Théo. Suite à cela, ce dernier construit une architecture sublime. Une grande maison avec une barque sur le toit. Le succès est à son paroxysme, tandis qu'Ivaï tient un petit restaurant modeste lui permettant de s'occuper aussi des enfants. La famille est heureuse et tout le monde est satisfait. Mais bien évidemment, comme toute bonne histoire se veut, le drame arrive. Le grand projet de Théo tombe en ruine et son créateur sombre aussi dans la dépression, poussé par un ego contre-productif. Ivaï doit travailler beaucoup plus pour subvenir aux besoins financiers de la famille, tandis que Théo devient père au foyer. Sauf qu'il impose un quotidien littéralement différent à ses enfants, les formate à devenir ce qu'ils ne sont pas. Bien sûr, son couple en subit les conséquences. Plus tard, les enfants s'en vont pour accomplir leurs objectifs, leur père fier d'eux, mais au plus grand regret de leur mère. Le couple s'éloigne et la famille est décomposée. La toxicité touche même le cercle d'amis lors d'un dîner. Tout n'est que désastre. Le couple décide de rompre, mais se bat pour un bien matériel jusqu'à vouloir littéralement s'entretuer. Suite à cela, une réconciliation naît lors d'un échange oral. L'amour et la compréhension sont de retour, le couple se reforme, puis le film nous laisse supposer une explosion. Le résumé désormais terminé, voici mon analyse, ou du moins ce que j'en ai compris. Alors, pour moi, ils sont tous les deux en partie responsables de leur situation, même si Théo en est le plus grand responsable. Selon moi, c'est un peu du 75-25, surtout que c'est Théo qui a allumé la mèche, un peu à cause de son ego. Cet ego, capable de le pousser au sommet, comme de le détruire, telle sa sublime architecture. Durant le moment où Barry et Théo discutaient à l'abri dans un endroit luxueux avec cette fameuse architecture en arrière-plan, j'ai eu un sentiment de bien-être, comme après un grand accomplissement. Une sensation de confort procurée par ce luxe, ce calme, leur conversation et cette vue magnifique de la fenêtre de derrière eux. Tandis que dehors, il pleuvait et le vent soufflait. Puis je me dis que les scènes du film sont majoritairement tournées avec beaucoup d'éclairage, comme pour un soleil tapant. Tandis que là, nos yeux trouvent enfin cette douceur nocturne. Ce repos nous soulage, nous apaise. Tout est calculé pour propager un sentiment de bien-être. Puis, le drame. Le vent rage, la pluie s'accélère, la tempête naît. La fondation s'écroule, le sentiment d'accomplissement personnel chute, suivi par le sentiment de bien-être lorsque Théo sort et perd la raison. Ce dernier, si proactif, créatif, perfectionniste, s'effondre. Il développe une peur pour l'avenir de ses enfants. Il leur impose une autorité contraire à ce dont ils avaient l'habitude, avec leur mère, douce et compréhensive. Théo formate les enfants au point de leur faire oublier qui ils sont réellement. Ils en deviennent des robots, comme le dit Ivaï, des robots obstinés par la réussite. Un syndrome transmis par leur père, convaincu que la vie n'est faite que pour exploiter son potentiel au maximum, quitte à sacrifier le reste. Quelle surprise pour lui lorsque sa femme, d'un point de vue bien différent au sien, devient
ce dont il avait toujours rêvé pour lui. Lui qui, malgré sa discipline, sombre dans l'échec, tout comme son couple. Alors oui, selon moi, les deux ont leur part de responsabilité, mais surtout lui. Ivaï aimait sa vie de femme au foyer, mais il lui a offert ce restaurant. Il l'a poussée à devenir ce qu'elle est, convaincue qu'elle gâchait son potentiel, ce qui est vrai, mais elle aimait sa vie. Après, il est vrai qu'elle s'est vite laissée tenter de retravailler 2 à 3 fois par semaine, ce qui veut donc dire qu'il y avait un manque en elle. Lui en faisait trop, mais elle, pas assez. Par contre, c'est pour subvenir aux besoins financiers de la famille qu'elle décide de passer à plein temps, voire plus que plein temps, jusqu'à en faire trop, voire devenir un peu comme lui. Mais pourquoi ? Qui a sombré dans la dépression à cause de son ego ? Qui a faussé l'éducation de ses enfants avec une discipline abusive par peur de l'échec ? Qui a fissuré les liens familiaux le premier ? Là, nous arrivons à la force du film. L'illusionnisme. Chaque scène mignonne, moment d'embrouille, de tristesse, d'héroïsme, leur complicité, leur réaction, la narration, finissait toujours par me faire sourire. Au final, tout se terminait bien. Du moins, c'est ce que je croyais, car tout se terminait bien pour moi. En fait, cette complicité n'était qu'un leurre pour cacher le véritable problème. Pire, le repousser, le nourrir et le faire grandir. Le juste milieu concerne cette histoire de discipline et de plaisir, mais aussi de complicité et de sérieux. Leur lien était tellement fusionnel qu'ils prenaient la place au sérieux, au dialogue constructif, difficile, mais essentiel pour avancer. Bref, la grosse baleine maintenant. Je parle d'une baleine échouée que Théo a retrouvée sur la plage pendant un footing. Théo avoue qu'il a fini par se sentir en cohésion avec un tout. Lui qui, poussé par son ego mal géré, était devenu solitaire. Solitaire dans sa manière de penser. Il ne faisait preuve d'aucune compréhension envers sa femme, envers ses enfants, envers ses amis. Au début du film, lors d'un affrontement avec un personnage secondaire à l'esprit très fermé aussi, une tension est née, alors qu'ils auraient pu être complémentaires. C'était un premier signal de son manque d'ouverture d'esprit, très problématique. Seulement, l'acte collectif avec la baleine l'a amené à une réflexion différente et cruciale pour son avenir. Envisager de se livrer. Comme si qu'il avait compris qu'il ne pourrait pas régler son problème de couple lui-même, ou du moins seul. Il a besoin des autres, chose que même une psy avait échoué à lui faire comprendre. D'ailleurs, le début du film avec la psy m'a bluffé. Au début du film, lors de la scène avec la psy, je les voyais comme 2 adultes irresponsables et puérils. Mais après avoir vu leur passé, leur délire, leurs réflexions, tout me semblait clair. J'ai très vite jugé et dénigré 2 inconnus qui m'étaient différents, simplement parce que je ne les comprenais pas. Au final, je ne suis qu'un idiot. Évidemment, après les avoir suivis, compris et acceptés, lorsque nous revoyions la scène à 1 ou 2 détails près, j'étais clairement de leur côté. Et c'est même la psy que j'ai trouvée incompétente, alors que je n'en savais pas plus sur elle. Au final, je ne suis qu'un idiot. À tel point qu'à ce moment du film, je cherchais encore qui était l'antagoniste. Même à ce moment où je parle, je ne sais toujours pas réellement si c'est l'ego, le chavirage de leur couple ou la maison. Oui, la maison, celle qui représente tout ça. Mère porteuse des 7 péchés capitaux, la paresse, comme Ivaï décrit si bien ce qu'est devenu Théo. Une fois la maison construite, elle redonna naissance à l'orgueil de Théo. L'avarice, due au fait que les deux veulent garder la maison lors du divorce, source de conflits. Amy, qui justifie sa présence dans le film et son curieux appétit sexuel par la luxure. L'envie de Barry qui renaît de ses cendres envers Théo une fois la maison construite. La gourmandise d'Ivaï, qui prend de plus en plus goût au succès. Enfin, la colère pour un affrontement final entre nos 2 protagonistes. D'ailleurs, lors de cet affrontement, j'aurais aimé un peu plus de suspense, un peu plus de mise en scène dramatique. Malgré toutes les offenses, à aucun moment je ne les ai sentis en danger. Mais peut-être était-ce fait exprès pour démontrer que nos 2 tourtereaux étaient incapables de se nuire réellement. Vient la justification de la fameuse gazinière française qui avait été sujet de conversation 2 fois auparavant dans le film. Lorsque je vous parle, je me dis que les Américains ne peuvent vraiment pas s'empêcher de faire venir le danger par des étrangers. Même lorsqu'il s'agit d'une gazinière. Bref, cette gazinière amène une explosion imagée par un flash blanc pour conclure le film. Nos héros sont-ils morts ? J'aime à penser que non.
Première raison, les enfants n'ont pas été vraiment exploités par le scénario. Ils n'étaient donc pas vraiment des personnages, mais plutôt des choses placées pour servir le père et le conflit du couple. Selon moi, c'est une faille dans le scénario. Seuls Théo et Eva y sont construits et travaillés. Éventuellement Barry... et encore. J'ai l'impression que, dans ce monde, seuls Théo et Eva y existaient et que tout le reste n'était que des PNJ. Enfin bref, ces erreurs d'éducation doivent être réparées par Théo, étant donné qu'il est l'un des 2 seuls êtres vivants dans cette histoire. Deuxièmement, quel intérêt de ranimer le couple pour le crever de suite après? Mis à part qu'on nous parle de la mort et de l'accomplissement, on peut se demander s'il valait mieux mourir gagnant mais malheureux, ou perdant mais heureux, sauf que ça laisserait envisager que nous sommes condamnés, pour être heureux, à être des perdants. Ce serait maladroit et faux. Puis, le questionnement du film se base sur le juste milieu. Justement, pour être heureux et gagnant. Puis troisièmement, si l'antagoniste est bien la maison, ils allaient s'endormir dedans, ce qui laisse supposer continuer à y vivre. Seulement, pour un nouveau départ parfait, ils ont besoin de détruire la source. La maison appartenant au passé, un nouveau départ s'offre à eux. Cette nouvelle épreuve sera comme un test pour Théo, où il devra rebondir au lieu de sombrer comme la première fois. Le couple est soigné, le juste milieu est trouvé pour nos 2 héros, la pourriture de maison est détruite, le paradis s'offre à eux. Au final, la gazinière, en voulant les tuer, a sauvé leur couple et leur vie de cet endroit maudit. J'ai vu que le film n'avait environ que 3 étoiles sur 5, or j'ai hésité entre 3 étoiles 75, voire 4. Je m'en tiens à 3 étoiles 75 car j'aurais aimé plus d'éclairages différents, plus de travail sur les personnages secondaires et tertiaires, ou bien moins de personnages. Si c'est pour me mettre un personnage juste parce qu'il est gay et dire qu'il pompe le camionneur, c'est inutile et la propagande homosexuelle, j'en ai ma claque. C'est pas le thème abordé, si tu veux aborder ce thème, fais-le clairement, mais mettre ça un court instant juste pour cocher une case, c'est ridicule. Même si ça va, j'ai quand même l'impression qu'on sort de cet harcèlement wokiste petit à petit. Enfin bref, sinon j'aurais aimé un affrontement final plus intense, comme dit plus tôt, et aussi plus d'intrigue. Puis... peut-être un autre enjeu, un autre thème que le juste milieu. Je trouvais ça un poil redondant, comme leur dispute. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé ce film qui, apparemment, a déçu beaucoup d'attentes, et c'est ça la magie du cinéma. Je vais adorer certaines choses que les autres auront trouvées moyennes. La prochaine fois, peut-être que je serai comme tout le monde, ou peut-être que ce sera tout simplement le contraire, parce que, au final, je ne suis qu'un idiot.